Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et l'invité ce matin, Pierre-Henri Dumont, député LR du Pas-de-Calais, secrétaire général adjoint et porte-parole des Républicains. Bonjour Pierre-Henri Dumont. Bonjour Patrick Roget. Les Républicains ont-ils encore de l'avenir? Faut-il croire au retour de Laurent Wauquiez qui sort d'un long silence ce matin? Les Républicains ont-ils aussi leur mot à dire encore sur la réforme des retraites? Et quels Républicains d'ailleurs, les pour les contre? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons évoquer avec vous, avec toutes les autres questions liées à l'actualité, le projet immigration qui part et qui revient, le drapeau européen, la réindustrialisation, encore l'interdiction de manifestations de l'ultra-droite. Alors on ne l'avait pas entendu depuis des mois. Laurent Wauquiez s'exprime dans le magazine Le Point, une longue interview, il sort de son silence. Alors il dit en quelques mots, Pierre-Henri Dumont, il faut tout remettre à plat. Il déclare également qu'Emmanuel Macron a réussi des choses, mais qu'il n'a pas enrayé la décadence. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Qu'en pensez-vous de cette interview? Écoutez, j'ai lu cette interview de Laurent Wauquiez et je trouve ça assez intéressant en réalité. Et il met le doigt sur des sujets qui sont extrêmement importants. La question de la suradministration des agences en particulier. Moi j'ai vu le cas, j'ai une agence, l'ADEME pour pas la citer, qui a refusé d'honorer un engagement signé par le président de la République pour le Calaisis, pour donner 2 millions d'euros à une usine de biométhanisation et de tri biomécanique parce que ça ne respectait pas la charte de l'ADEME alors même que le président de la République l'avait signé. Donc on voit bien qu'il y a un état profond, des hauts fonctionnaires, des très hauts fonctionnaires qui souvent se cooptent les uns les autres et qui refusent d'appliquer la politique décidée. C'est pas du complotisme ça, parce que quand vous parlez d'état profond... Non, c'est des gens, des très hauts fonctionnaires qui refusent d'appliquer des décisions qui sont prises par le politique parce que ils sont idéologisés et que vous avez des personnes qui normalement sont censées appliquer les décisions des politiques qui seuls sont responsables devant le peuple et qui donc, si les Français sont pas contents que les décisions des politiques, peuvent les changer tous les 4, 5, 6 ans à un moment des élections. Et ces personnes-là en fait restent, les très hauts fonctionnaires restent, changent de poste et se partagent en réalité les postes dans les conseils d'administration. Et c'est eux qui font la France alors? Ils font en partie la France, et en tout cas, ils font partie d'un des problèmes qui fait qu'on a l'impression, et les Français ont l'impression qu'ils payent des impôts, qu'il n'y a aucun résultat, et qu'au final, ils peuvent voter pour n'importe qui, rien ne change. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand un nouveau maire arrive dans une mairie, la première chose qu'il fait, c'est qu'il change son directeur général des services, parce qu'on ne peut pas demander, et c'est une question d'honnêteté intellectuelle, à un très haut fonctionnaire ou à un haut fonctionnaire d'appliquer une politique totalement différente de la politique qu'a menée son prédécesseur. Bon, voilà, donc parce qu'il y a cette réflexion de Laurent Wauquiez, est-ce qu'il est le candidat naturel de la droite pour 2027 ? Il est un des candidats putatifs et potentiels de la droite pour 2027. C'est un des grands talents de notre famille politique. Il y en a d'autres. Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France. Valérie Pécresse, qui était une présidente et qui est une présidente intéressante de la région qui pourrait revenir. Non, mais en tout cas, ils font partie de ceux qui ont une voix qui porte au sein des Républicains et dont les réflexions alimentent le débat des Républicains, en particulier ce qui va arriver d'ici quelques jours, à savoir l'ouverture des États généraux de la droite par Éric Ciotti. Et je pense que voilà ce qui a été dit dans l'interview de Laurent Wauquiez sur la méritocratie, par exemple, républicaine, et sur l'absence d'égalité des chances dans certains territoires, et sur le fait qu'au final, la France n'est plus une et indivisible déjà aujourd'hui, c'est quelque chose de très précieux pour alimenter cette grande réflexion. Mais la droite, est-ce que c'est aussi Édouard Philippe ? Ah bah non, Édouard Philippe c'est la majorité, pardon, mais Édouard Philippe c'est la majorité présidentielle. Oui, mais la majorité, il a été Premier ministre d'Emmanuel Macron pendant plus de 2 ans, il a mené la politique que nous avons combattue, donc évidemment ce n'est pas la droite, ce n'est pas les Républicains. Oui, David Lisnard, le maire de Cannes, a demandé une primaire, c'est ce qu'il faudra ? Écoutez, ça c'est au bureau politique de décider. A priori, le président élu des Républicains, Éric Ciotti, a décidé et a proposé lors de sa campagne, et il a été élu sur ce projet, qu'il n'y aurait pas de primaire. Donc voyons ce que le bureau politique va dire. Mais en tout cas, on manque pas de talent. C'est quand même l'avantage. David Lisnard, évidemment, en fait partie. D'autres dans la nouvelle génération en font également partie. Et ce sera à ce moment-là, à tous ces gens-là, de se mettre d'accord. Moi, je pense qu'on peut plus se permettre le luxe d'avoir une primaire, de se diviser. Tout le monde est assez grand pour se mettre autour d'une table, se mettre dans une pièce, réunir et savoir qui est le mieux à même de porter un projet, de mieux tirer la famille politique pour présenter une alternative crédible aux Françaises et aux Français, pour éviter ce duel mortifère vers lequel on se dirige entre Mélenchon et Le Pen. D'autant que déjà chez les Républicains, il y a des divisions. On l'a vu à travers la réforme des retraites, bien sûr, puisque vous, on le répète, contrairement à certains qui ont voté cette réforme, vous êtes contre. Oui, et vous êtes toujours contre? Je suis toujours contre, mais pour une raison qui est très simple. D'ailleurs, que Laurent Wauquiez évoque un petit peu dans son interview, c'est une mauvaise réforme. C'est une réforme qui ne permet pas d'enrayer la décadence du système de retraite. C'est une réforme qui n'est pas
intelligente et en phase avec le 21e siècle. C'est une réforme en réalité qui est une petite réforme comptable. Oui. Moi je pensais, je l'ai dit, qu'il fallait introduire une petite dose de capitalisation pour pas la réserver uniquement aux fonctionnaires territoriaux et à ceux qui gagnent beaucoup d'argent, qu'il faut l'ouvrir à toutes les personnes qui en ont envie, il faut laisser de la liberté aux uns et aux autres. Et parce que moi, quand je pense qu'une réforme est mauvaise, je vote contre. Je ne fais pas partie de ceux qui votent une réforme même si elle est mauvaise. Oui, alors Pierre-Henri Dumont, est-ce que vous allez voter la proposition de loi du groupe Lyot, son président était hier notre invité. Il a dit qu'il va déposer cette proposition de loi pour le 8 juin dans le cadre de la niche parlementaire. Et c'est une proposition pour abroger la réforme des retraites. Est-ce que vous allez suivre ? Oui, je la voterai parce que j'étais toujours dit que j'étais contre la réforme des retraites telle que présentée par le gouvernement. J'ai voté la censure à l'encontre du gouvernement. Je pense qu'il faut une réforme des retraites. On va être très clair, le régime part à la faillite. Pour une question démographique, mais aujourd'hui, le président de la République, en divisant artificiellement les Français, en faisant une réforme à la hussarde qui n'a aucun effet, a grillé la cartouche réforme des retraites. Il faut reprendre le projet et réfléchir avec les organisations syndicales, avec toutes les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale, à une vraie réforme des retraites qui permette de traiter dans le long terme, sur 10 ou 20 ans, ce problème des retraites et pas sur les 3 prochains mois. Donc vous le suivez, par exemple, quand il dit il faut une conférence sociale, il rencontre lui-même les syndicats. On a l'impression que c'est Bertrand Pancher qui est en train de faire la politique de demain là, avec sur la réforme des retraites. Le groupe Lyot, c'est devenu l'épicentre de la politique. C'est devenu un épicentre de la vie politique. Il y en a d'autres, les Républicains en font partie, mais parce que en réalité c'est un groupe pivot et on voit bien que l'Assemblée nationale, dans sa question de fragmentation qui est celle de l'Assemblée nationale issue des élections législatives de juin 2022, quand la NUPES propose quelque chose, c'est impossible que le RN le vote. Quand le RN propose quelque chose, c'est impossible que la NUPES le vote. Et que donc, s'il y a une alliance des oppositions et pour renverser le gouvernement, par exemple, il faut que ce soit une motion de censure déposée soit par les Républicains, soit par les autres qui arrivent. Et donc, ça donne plus d'espace aux partis dits centraux. Pierre-Henri Dumont, est-ce que vous pensez que ça a une chance d'aboutir, cette proposition de loi pour abroger la réforme des retraites ? Parce que vos collègues au Sénat, les LR, eux, sont plutôt favorables à la réforme. Alors, moi, mon sentiment, c'est que cette proposition de loi sera votée à l'Assemblée nationale et qu'elle ne sera pas votée au Sénat, voire même qu'elle ne sera jamais inscrite à l'ordre du jour du Sénat. Ah oui. Donc, ce sera un coup pour rien, alors. C'est en tout cas un affichage, et ça permettra, déjà une chose qui est quand même importante, c'est que les députés pourront, pour une fois, voter sur la réforme des retraites. Je rappelle que les députés n'ont pas pu voter sur la réforme des retraites, ni en première lecture, ni après les conclusions de la commission mixte paritaire. Ils n'ont pas pu voter sur l'article central, l'article 7 de cette réforme des retraites. Et donc, au moins, ça permettra à chacun de pouvoir se positionner, même si ça n'aura en réalité qu'assez peu d'effet. Est-ce que vous pensez que c'est pour cela qu'Elisabeth Borne, c'est-à-dire aussi pour essayer peut-être un peu de diviser encore au sein de la famille des LR, que Elisabeth Borne a remis le projet de loi immigration au mois de juillet ? Parce que il avait été repoussé, il revient, enfin on a du mal à comprendre ce yo-yo, quoi. Le yo-yo est facile à comprendre, c'est qu'en fait la majorité est extrêmement divisée sur les questions d'immigration. Oui. Vous comprenez bien qu'entre l'aile gauche de la Macronie et Gérald Darmanin, ils ne sont pas totalement alignés. Je pense que Gérald Darmanin est plus proche des idées portées par les Républicains que par la régularisation des sans-papiers de base. Bon, après, il doit faire des compromis pour garder toutes les grenouilles dans la même brouette au sein de la majorité. Il le fait. Nous, au niveau des Républicains, on est parfaitement unis sur les objectifs à atteindre sur cette réforme des immigration. Qu'est-ce que vous voulez dans le texte, vous ? Écoutez, nous, on a toujours dit, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, qu'on était contre les régularisations massives des clandestins qui travaillent dans les métiers en tension. Pourquoi ? Parce que ça crée un appel d'air et que l'utilisation de clandestins et de travailleurs immigrés sous-qualifiés par les métiers dits en tension dans le BTP, dans la restauration, fait en sorte que les salaires dans ces métiers-là sont tirés vers le bas, qu'il n'y a pas d'amélioration des conditions de travail et que ça crée un différentiel encore plus grand entre l'offre et la demande d'emploi, alors qu'on a aujourd'hui 5 millions de personnes qui ne sont pas en emploi en France et au moins 500 000 offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. Donc, utiliser cette solution de facilité qui est une solution néocoloniale présentée par monsieur Dupond-Moretti qui disait oui mais qui viendra livrer vos Uber Eats le soir, qui conduira votre mais même dans le bâtiment comme vous l'avez évoqué, dans beaucoup de secteurs les chefs d'entreprise n'arrivent pas à trouver de personnel, et donc c'est pour ça qu'ils vont chercher en fait des gens qui sont déjà ici mais qui ne sont pas régularisés. Moi je l'ai montré dans le rapport que j'ai écrit en 2020 sur les coûts de l'immigration en France, premier rapport parlementaire sur le sujet. Ça tire, mais la demande de main-d'œuvre et l'utilisation de main-d'œuvre étrangère sous-qualifiée, 40% des immigrés en France ont un niveau brevet des collèges ou inférieur quand c'est 20% en population générale, ça tire les salaires vers le bas et donc forcément il y a une inadéquation entre l'offre et la demande d'emploi.
s'il faut faire en sorte de remettre au travail les 5 millions de personnes qui n'ont pas de travail aujourd'hui en France, il faut deux choses. Il faut évidemment faire en sorte que pas travailler, ça rapporte moins que travailler, premièrement. Ça, c'est la réforme de l'assurance chômage, par exemple. Et puis, deuxièmement, il faut forcer les entrepreneurs, les entreprises à améliorer les conditions de travail, augmenter les salaires, en particulier les bas salaires. Oui, et Pierre-Henri Dumont, c'est la raison pour laquelle aussi vous voulez ce fameux référendum d'initiative partagée sur l'immigration. Il y a une panel de propositions qui ont été faites et que je soutiens. Évidemment, la proposition de référendum proposée par Éric Ciotti, l'article 1089 de la Constitution, visant à avoir une supériorité du droit national sur le droit supranational quand les intérêts de la nation sont menacés. La proposition de loi qui est en train d'être coécrite par le groupe au Sénat et le groupe à l'Assemblée nationale, qui est une sorte de manifeste de ce que la droite pourrait faire une fois qu'elle reviendra au pouvoir sur les questions migratoires. La difficulté de ces deux solutions, c'est que, hormis les pressions qui sont mises, et ça a marché puisque on a cette projet de loi maintenant qui est revenu, qui est parti, qui est revenu, qui est revenu, qui est revenu, qui est reparti. Et donc ça met la pression, ça montre ce qu'on va faire, mais il faut avoir une majorité à l'Assemblée et au Sénat qu'on n'a pas. Et donc moi j'ai proposé avec Aurélien Pradier d'avoir un autre outil sur des propositions qui sont les propositions des Républicains, à savoir la suppression des allocations pour toute personne qui n'a pas au moins 5 ans de présence légale sur le territoire, les prestations sociales non contributives, la CAF, le RSA par exemple. La deuxième proposition, c'est suppression des visas, des titres de séjour, de l'aide publique au développement pour les personnes qui sont ressortissants d'un pays qui refusent de reprendre leurs clandestins, tout simplement. Et la dernière chose, c'est le rétablissement de la double peine. Nous, on pense que ça peut passer par un RIP, par un référendum d'initiative partagée. C'est un moyen supplémentaire que l'on met pour faire entendre les Républicains dans la voix, et on le met évidemment à disposition du parti, des Républicains, pour faire entendre notre voix et rassembler les Français. Ça peut être le premier RIP qui peut passer et atteindre la fameuse barre des 4,7 millions. On verra si ça peut aboutir. En attendant, deux questions encore très simples, il nous reste 2 minutes. Le drapeau européen va être obligatoire uniquement pour les communes de plus de 1500 habitants, mais quand même, il va être européen sur les mairies. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce texte qui a été adopté hier à l'Assemblée? C'est de la foutaise, hein. Franchement, on a d'autres choses à faire. Les Français sont en train de racler les fonds de tiroir pour pouvoir se nourrir, on a autre chose à faire à l'Assemblée que de savoir si on doit mettre obligatoirement les drapeaux. Je sais, mais c'est la majorité qui a mis ça, qui a voté ça. Ils doivent estimer que c'est l'urgence aujourd'hui dans le pays, que les maires doivent obligatoirement être un drapeau. Franchement, ça doit être voté par le Sénat, on verra. Les maires le font déjà. Si vous étiez maire, vous mettriez, vous... Moi, j'ai été maire avant d'être député. J'ai évidemment mis 3 mâts devant ma mairie. Un mât pour le drapeau français qui est tout en haut. Le mât du milieu, c'est pour le drapeau européen. Et puis le mât un peu plus petit, c'est pour le drapeau de la ville. Voilà, ça se fait déjà naturellement. Pas besoin de légiférer. Enfin, on légifère pour le plaisir de légiférer. C'est profondément ridicule. Et puis, dernière question, Gérald Darmanin qui demande au préfet d'interdire toutes les manifestations d'ultra-droite. Il a raison, mais il faut aussi faire en sorte d'interdire toutes les manifestations d'ultra-gauche, les Black Blocs, ceux qui, à mesure qu'il y a des manifestations en France, détruisent, pillent, saccagent, détruisent les voitures des particuliers, les banques, les assurances, les magasins, saccagent nos centres-villes et font en sorte qu'on ne peut plus aujourd'hui manifester en France de façon paisible en famille et qui font donc, en réalité... Donc si on interdit l'ultra-droite, on a droit à interdire l'ultra-gauche. Après, il faut définir ce qu'est ultra-droite et ultra-gauche. Oui, bien sûr, mais en tout cas, moi, je vous dis simplement qu'aujourd'hui, il y a un phénomène en France qui est le phénomène des Black Blocs, qui est alimenté par la NUPES, qui sont main dans la main avec ces fameux Black Blocs, et qui aujourd'hui empêchent certains d'exercer leur droit constitutionnel de grève. Merci Pierre-Henri Dumont, porte-parole des Républicains, secrétaire général adjoint, d'avoir été l'invité ce matin de Sud Radio. Merci.